Si vous aimez les énigmes policières, vous allez être servi. Si vous aimez les romans policiers, c'est-à-dire qui mobilisent l'intellect plus que la sensibilité pour dénouer un nœud, alors vous serez servi. Ce sera bien sûr un peu technique, comme toutes les énigmes. Cette énigme est tellement incroyable et apparemment insoluble que les plus grands esprits, depuis en tout cas 2 siècles, on peut considérer quand même les philosophes comme de grands esprits, enfin ce sont quand même des gens pour qui la vie intellectuelle, l'intelligence est leur gagne-pain, c'est leur outil de travail. Alors je les considère quand même comme des gens intéressés par la vie de l'esprit. Eh bien, cette énigme, ils la considèrent comme rigoureusement insoluble, sachant bien sûr, avec un reste de bon sens, qu'il doit y avoir une solution. Mais ils s'évertuent à montrer que non, tout en sachant que ce n'est pas possible, il doit y avoir une solution. Peut-être penserez-vous, et vous n'aurez pas tout à fait tort, que de présenter la philosophie sous le terme d'énigme, et même d'énigme policière, peut paraître un peu racoleur. Non, pas du tout. C'est le terme qu'on emploie en philosophie, sauf qu'on ne dit pas énigme. On emploie un mot d'origine grecque, une aporie. Aporia, en grec, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça veut dire difficulté, ça veut dire embarras, mais plus que ça. C'est pour ça que je préfère encore le mot énigme, parce que embarras, bon, tout le monde peut-être est un peu embarrassé quand on commence une science, on ne la domine pas. Mais il faudrait assimiler au mot aporie, qui veut dire embarras, il faudrait aussi ajouter scandalon, qui est aussi du grec. Scandalon, je ne sais pas si vous savez, mais ça a donné le mot sandale. Est-ce que quand on achète des sandales ou qu'on vend des sandales, est-ce qu'on sait que ça vient du mot scandalon grec, qui désigne le petit caillou qu'on a dans le soulier? La meilleure manière de ne pas avoir de petit caillou dans le soulier, c'est de prendre des sandales. Donc, un petit caillou dans le soulier, ça veut dire un piège, une entrave, quelque chose qui gêne la marche, scandalon. Donc, un piège. Et puis, il faudrait encore ajouter, pour qu'on comprenne toute la richesse du mot aporie, qui est plus riche que son premier sens, c'est énigma. Énigma, ben ça, je n'ai pas besoin de traduire, qui dans son premier sens veut dire caché. Et j'aime bien, une énigme, c'est une vérité cachée. Elle n'est pas apparente, on sait qu'elle y est, mais elle n'est pas apparente. Alors, la philosophie commence toujours par une aporie. J'aimerais que vous reteniez cette phrase d'Aristote, la philosophie commence par l'étonnement, ou l'étonnement est le début de la philosophie. Et non pas l'érudition, et non pas le traité de tel ou tel philosophe. Ça, c'est de l'histoire de la philosophie. Alors, j'aimerais un tout petit peu d'abord développer ce thème, parce qu'il est tellement important de ne pas se tromper de porte. J'ai eu entre les mains, et vous l'avez eu, c'est pas possible autrement, au moins sous les yeux, un livre qui a passé pour une sorte de bonne introduction à la philosophie qui s'appelle Le Monde de Sophie. Ça a été un succès planétaire, on peut dire, absolument incroyable, qui a révélé une sorte de besoin, une sorte d'avidité, une sorte de curiosité tout au moins pour la philosophie. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce livre, comme tous les autres du reste, c'est pas le pire, c'est peut-être le meilleur, mais est entré par la grande porte de l'histoire de la philosophie. Alors si vous regardez la table des matières, elle est au début du livre, vous verrez Démocrite, premier chapitre au deuxième chapitre, troisième, Socrate, Platon, Aristote, le Moyen-Âge, il y a peut-être encore Avicenne, il y a saint Thomas d'Aquin, Spinoza, Kant. Ça n'est pas de la philosophie.
Parce que la philosophie n'étudie pas les philosophes. De même que la chimie n'étudie pas Gay-Lussac et Courvoisier, qui sont de grands chimistes, mais étudie le chlore, l'azote, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, et utilise les découvertes. Bien sûr, on n'est quand même pas prétentieux au point de tout vouloir redécouvrir, alors on consulte Gay-Lussac et Courvoisier et compagnie. Je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas nous vanter, mais quand je compare la table des matières du monde de Sophie, où se trouvent Démocrite, Socrate, Platon, comme matière du livre, qui est un roman, mais enfin, qui est quand même... Son succès ne vient pas de la petite histoire de Sophie, ça vient de cette fréquentation des grands philosophes. Si je mets en rapport notre matière à nous, puisque nous sommes à la vidéo 35, première cassette, l'espace, le temps, la matière, le vivant, l'évolution, l'homme, alors là on avait beaucoup de choses sur l'homme, l'exil et le royaume, le bien, le mal, la morale, le vrai, le beau que nous avons encore à voir. Je vais prendre un exemple parce que c'est tellement essentiel de ne pas fourrer dans les mains des élèves l'apologie de Socrate de Platon le premier jour. C'est aussi stupide, je m'excuse, peut-être je suis sévère pour mes confrères, mais de toute façon ils ne m'entendent pas, mais c'est du simple bon sens. C'est aussi stupide que si vous donniez la solution d'une énigme pour envoyer les gens au cinéma. Il y aurait un film policier, vous donnez la solution, sans même leur donner la proposition de l'énigme. On ne sait pas de quoi il s'agit, vous donnez la solution. Dans le livre dont je parle, qui encore une fois n'est pas le pire, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. C'est une des rares, dans tout le livre, qui fait quand même, je crois, 600 ou 800 pages, en majuscule, c'est rare dans le livre. Platon pense que tous les phénomènes naturels ne sont que l'ombre des idées éternelles. Bien. Je dois vous dire que je me fichais perdument de ce que Platon pense. Voilà ce qu'on devrait dire la première leçon. On n'est pas là pour savoir pourquoi cet illustre inconnu, pour eux, pense que les choses matérielles sont que l'ombre des réalités éternelles. D'abord, c'est très dangereux. Parce que déjà, les jeunes ont déjà trop tendance à s'évader du réel, à partir dans l'imaginaire. Si en plus on leur dit vous avez la caution de Platon, Platon aussi, il pensait que la réalité que nous voyons n'était pas la vraie réalité, c'était une ombre évanescente, changeante, futile. La vraie réalité, elle est spirituelle, elle est dans le monde des idées, eux qui sont déjà des idéalistes, ils se casseront la gueule plus tard, mais ce n'est pas une raison pour les enfoirer. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire que Platon pense que la réalité... D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On ne pose pas la question. On dit Platon pense. Puis alors, moi, je pense quoi? On ne me dit pas ce que je dois penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut montrer l'aporie, l'énigme, le scandalon, et le mot n'est pas trop fort, auquel s'est confronté Platon. Cette énigme, elle est à tout le monde. Elle n'est pas à Platon. Elle court à travers toute la littérature philosophique. Elle n'est pas encore résolue. Pas totalement résolue. Alors, quelle est-elle? Elle est très simple. Platon, et il n'est pas le seul du reste, les présocratiques aussi, ont été, tous les philosophes anciens, scandalisés, scandalon, par le fait qu'il peut y avoir plusieurs réalités qui sont la même, qui prétendent avoir la même identité, ce qui est totalement contradictoire. C'est ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle encore le problème de l'un et du multiple, qui a donné naissance à la philosophie. S'il n'y avait pas le problème de l'un et du multiple, c'est-à-dire le lapin en multiples exemplaires depuis des siècles, c'est vieux les lapins, et toujours c'est le même lapin, enfin il a évolué un peu, enfin, grosso modo, il persiste à être latin, et c'est le même lapin. C'est scandaleux pour l'intelligence, autant que si je vous présentais 3 Napoléons. Je mettrais devant vous 3 individus, et je dis voilà, ils sont
les 3 Napoléons. Vous diriez non, 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 c'est absurde. Il y a en tout cas 2 faussaires. Ou prenons un exemple plus simple. Prenons un exemple de quelqu'un qui n'est pas mort. Parce que le problème, il est aujourd'hui, hein, il n'est pas du temps de Napoléon. Alors, admettons que je vous présente 3 Bernard Tapie. Je prends un homme dont on parle beaucoup aujourd'hui, à dessein. Parce qu'alors, comme, disons, je ne veux pas être trop sévère, mais disons comme polymorphe, comme ambiguïté, on ne peut pas trouver mieux. Alors, je vous en présente 3. Vous le connaissez, il est dans tous les journaux, c'est le thème de l'actualité, je crois que... Bon, là, vous avez peut-être évité Le Monde de Sophie, mais vous n'avez pas évité le film de Bernard Tapie. Ils sont les 3 là. Donc c'est vraiment le même, hein, comme 3 lapins, comme 3 gouttes d'eau. Et je vous dis, voilà, c'est Bernard Tapie. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de la philosophie. Vous seriez à la naissance de la philosophie, vous diriez, mais je ne sais pas si ça s'appelle la philosophie, mais ça n'est pas possible. Il y a en tout cas 2 faussaires. Avec Bernard Tapie, on pourrait même mettre 3 peut-être. C'est ce que disait Platon. Avant, on ne savait pas répondre. Et Platon a dit, mais moi je crois pouvoir vous dire que la réalité du moment qu'elle est en plusieurs exemplaires, l'homme, la femme, le cheval, le lapin, elle ne peut pas être ce qu'elle est. Elle ne peut que ressembler. Mais évidemment, il y aurait 2 tapis qui ressembleraient à Tapie, au minimum, sinon les 3. Et vous diriez peut-être le vrai Tapie, il est en train de rigoler avec ses copains quelque part, en Amérique ou ailleurs. Hein. C'est du simple bon sens. Hein. La philosophie, elle ne commence pas à recevoir un texte sur la tronche, sur la figure, même avec le label de Platon. Alors lui, il a imaginé, et c'était pas tout à fait ça. Ça n'était pas sans raison. Et nous verrons que nous sommes, nous aussi, platoniciens, quand ça nous arrange. Platon n'est pas mort en 510 avant Jésus-Christ, mais en 490 avant Jésus-Christ, mais pas du tout. Nous sommes tous platoniciens quand ça nous arrange. Nous aussi, nous faisons la petite entourloupette qui consiste à dire la réalité, elle est commandée par une idée efficace. Je vous donne tout de suite un exemple parce que la philosophie prouve tout ce qu'elle dit. Quand on dit la nature a fait que, tout le monde utilise ça. Hein. La nature a bien fait les choses, la nature. On prend chaque réalité qui est une petite nature, on en extrait une idée dans la tête qui s'appelle la nature. C'est pas le cheval, c'est pas l'homme, c'est pas le lapin, mais c'est quelque chose d'eux à laquelle je donne le pouvoir créateur. C'est exactement ce que fait Platon. Il dit, il y a quelque part le cheval à l'état pur, la quintessence de cheval, dont les chevaux ne sont que l'empreinte dans la matière. C'est la raison pour laquelle il a écrit ce magnifique mythe philosophique de la caverne, où il montre que des prisonniers sont enchaînés face à une caverne dont le fond sert d'écran. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma, mais on faisait peut-être déjà des ombres chinoises. Et derrière eux, sans qu'ils le voient, ils ne le savent pas, passent des petites figurines, des chevaux, des lapins, des poules. Alors, en matière, ou même vivantes. Et comme il y a un feu encore plus loin, l'ombre de ces réalités se projette sur le fond de la caverne. Et les prisonniers sont convaincus que c'est la réalité, parce que le petit lapin, peut-être qu'il se présente, il y a plusieurs flamèches du feu en plusieurs exemplaires. Et eux se disent, voilà, c'est la réalité, ils y croient. Jusqu'au jour où un d'eux brise ses chaînes et dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans. Se retourne, est ébloui par le feu d'abord. Il pense dans un premier temps ne rien voir du tout et découvre la vraie réalité à laquelle on tourne le dos. Splendide mythe. Mais si vous commencez par enseigner le mythe de la caverne, c'est absurde. Parce que, oui, c'est très beau. Je ne devrais pas dire que c'est absurde, je devrais dire, oui, c'est de la belle littérature. C'est du surréalisme. C'est un mythe éternel. Alors, il nous court après depuis 25 siècles. Mais c'est beau comme de la poésie hindoue, des soirées où on raconte des contes. Il faut partir de l'aporie.
Or, cette aporie de l'un et du multiple, le fait qu'il est contradictoire qu'une même réalité soit en plusieurs exemplaires, comme tapis ne peut pas être en plusieurs exemplaires, à moins que ce soit des réalités virtuelles, a trouvé sa solution. Un disciple de Platon a donné une solution. Elle n'est peut-être pas facile, mais en tout cas, elle joue. On l'a perdue par la suite. Plus aucun philosophe, à part évidemment les disciples platoniciens, dont saint Thomas, mais ni Descartes, ni Kant. Par contre, Hegel a repris le thème. Ce sont les tout grands philosophes qui s'y attaquent, parce que c'est tellement difficile de se dire, mais comment se fait-il qu'une même réalité soit en plusieurs exemplaires? Si je prends la réalité la plus simple, qui est un atome d'hydrogène, j'en ai deux. En fait, j'en ai pas deux, j'en ai des millions de milliards. Ils prétendent tous les deux être de l'hydrogène. Je prends l'exemple d'une réalité, alors vraiment pas décomposable. On ne peut pas dire que oui, mais l'une se distingue de l'autre parce qu'elle a un tout petit défaut que l'autre n'a pas, comme deux jumeaux. Non, non. Alors, je peux poser le problème comme le pose Hegel. Donc, il a fallu attendre. Puis encore, la solution n'est pas satisfaisante. Il dit, A, c'est de l'hydrogène, évidemment. Problème de Platon. Hein. B, c'est de l'hydrogène. Tapis à gauche, tapis à droite. Oui, mais A n'est pas B. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a quand même deux. Donc, dit Hegel, A, je suis obligé de dire qu'il est de l'hydrogène. On ne peut quand même pas dire, que, comme Platon, que c'est une pâle ombre d'hydrogène. Mais il est aussi non hydrogène, c'est-à-dire il est ce qui le fait être lui. A distinct de B, ça ne peut pas être hydrogène, parce que hydrogène, B l'est aussi. Il faut que je prenne quelque chose que B n'a pas. Il a fait une formule à partir de là, mais ça c'est de la mathématique, ça c'est du bon sens. Hein. C'est évident que toute réalité matérielle, ça vaut aussi pour moi, pour vous, mais c'est un peu plus compliqué pour les hommes, parce qu'on pourra toujours dire, oui, mais vous avez les cheveux comme ci, puis l'autre il a le nez un peu plus crochu, ou je ne sais pas quoi. Au moins là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de différence. Alors il a fait cette formule, l'identité, c'est-à-dire ce qu'une chose est. Tapis, son identité. L'identité, c'est l'identité de l'identité et de la non-identité. Vous direz, à quoi on s'amuse? On s'amuse à traduire le réel. L'identité, ce qu'une chose est, c'est l'identification, c'est le plus là. C'est l'identité, au sens d'identification, de l'identité, ce qu'elle est, et de la non-identité, et de ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, dans la réalité, il y a une négativité, il appelait ça la dialectique. Dans toute réalité, il y a le positif et le négatif. Aristote avait une autre solution, mais restons modernes. Ça paraît inévitable. Il y a ce que je suis et ce que je ne suis pas qui me distingue de l'autre qui est aussi. Imaginez deux jumeaux. Là, on le voit mieux peut-être, avec deux jumeaux ou deux gouttes d'eau. Il faut bien que l'un ait quelque chose que l'autre n'ait pas. Il y a une négativité, c'est-à-dire ce qui le nie être l'autre. Cette solution hegelienne qui introduit ce qu'on n'avait jamais fait dans la réalité, un principe négatif, c'est-à-dire un principe destructeur finalement, c'est-à-dire quelque chose qui tuera le positif pour arriver à la forme suivante, parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer le mouvement alors. C'est le principe dialectique, c'est-à-dire le fait d'une négativité. La fleur, par exemple, ne pourra devenir un fruit délectable que pour autant que sa non-fleur triomphe de la fleur, c'est-à-dire la dialectique. Pour lui, c'était de la belle philosophie, pourquoi pas? Mais je vais vous en montrer les conséquences, parce que je crois que il ne faut pas discuter d'une manière trop abstraite. Il faut voir que la philosophie a des conséquences incalculables. Actuellement, on la diminue dans les collèges. On dit à quoi ça sert? Oui, bon, d'accord, encore 2 heures. C'est ce que m'a dit cette gymnasienne. Oui, nous avons 2 heures. Quand je l'enseignais, nous avions 4 heures. Je me rends compte maintenant
à quel point nous étions gâtés, en tout cas moi, parce qu'en 4 heures par semaine, sur 2 ans, on peut faire quelque chose. 2 heures, c'est juste un petit vernis, hein, à moins qu'on soit très génial. Alors je vais vous montrer des conséquences, parce que on ne sait plus où la situer, la philosophie. Elle n'est pas de la religion, elle n'est pas de la science, c'est de la culture générale. Alors j'aurais lu Platon, je serais bien content. J'aurais lu un peu d'Aristote, peut-être un peu moins quand même, parce que c'est moins imagé. On aura lu Descartes, bien sûr. Et puis on aura lu un peu de Kant ou de Berkeley, mais là pour vous montrer à quel point c'est difficile. Spinoza, c'est pas trop mal. Ça n'a rien à voir. La philosophie, il faut la comparer, et c'est une comparaison terme à terme, à ce qui se passe dans la cosmologie, c'est-à-dire dans le monde cosmique, dans le cosmos, ou plutôt dans la réalité matérielle qui nous entoure. La réalité de la Terre, ça c'est la Terre. On appelle ça la lithosphère, ce qui veut dire simplement la sphère en caillou, lithos, en grec, la pierre. Alors, il y a la lithosphère. Bon, c'est le terrain sur lequel nous reposons. Ensuite, il y a la zoosphère. La zoosphère, c'est une petite couche de vie, de vivant. Les plantes, il y a les minéraux, mais les minéraux font partie de la lithosphère. Les animaux, et puis l'homme. C'est une petite couche, évidemment, très peu de choses. Puis ensuite, il y a l'atmosphère. Atmosphère, sans laquelle il n'y aurait pas de zoosphère. C'est une couche, encore qu'aujourd'hui on prend conscience à quel point elle est délicate, fragile, menacée, mais enfin, elle est quand même assez présente puisqu'elle nous écrase de son poids. Vous connaissez l'expérience de Pascal, si on fait le vide entre 2 demi-sphères, il faut 2 chevaux pour les écarter, puis encore, c'est pas l'horreur du vide, comme on le pensait, c'est la pression de l'atmosphère, qui est tellement dense finalement que ça peut porter un avion. Hein. C'est quand même solide, mais on ne s'en rend pas compte, on est dedans, on respire, ça va. Depuis ce matin, vous n'avez pas pensé à ça. C'est l'atmosphère. Plus haut, évidemment, il y a la stratosphère, mais ça on laisse. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en haut, plus haut, il y a la ionosphère. On l'a découverte récemment, du reste on sait qu'actuellement elle est fragile, elle est menacée. Pourquoi? C'est une couronne magnétique, donc tout ça, vous avez bien pensé le mettre en cercle concentrique. Ce sont des sphères qui s'impliquent comme les poupées russes. Elle est faite d'une couronne magnétique qui nous protège des rayons extrêmement nocifs que nous envoie le Soleil. Il est bien brave, le Soleil, mais il nous tuerait. On ne demanderait pas, c'est pour ça que c'est tellement idiot, les gens qui vont se présenter tout nus l'été au Soleil, s'ils savaient. Enfin, ils le sauront maintenant parce qu'on ne peut plus l'ignorer. Qu'il nous envoie des rayons gamma, alpha et bêta, qui auraient de quoi nous tuer, mais dans l'heure qui suit, s'il n'y avait pas la ionosphère. Sans parler de l'atmosphère aussi, qui est la couche d'ozone, mais c'est rien par rapport à la ionosphère, qui capte ces rayons et puis qui les neutralise. Mais imaginons maintenant, et maintenant on le sait, qu'une éruption du Soleil, c'est-à-dire il y a quand même une vie, paraît tous les 7 ans, il y a des phénomènes magnétiques, plus que magnétiques, puisque c'est une bombe à hydrogène, qui envoie une proportion plus importante de ces rayons et qui déséquilibre un tout petit peu cette ionosphère. Je la symbolise par du plus ou du moins. Hein, un équilibre, c'est toujours entre deux pôles. Hein. Alors, on a découvert que cet petit déséquilibre magnétique imperceptible avait alors, à long terme, des conséquences incroyables sur l'atmosphère, c'est-à-dire perturber les équilibres. Alors là, c'est plus magnétique, c'est des courants forts, c'est des un film qui va paraître bientôt, on en parle dans tous les journaux. Encore aujourd'hui, je crois avoir entrevu ce phénomène, je ne sais pas comment il s'appelle, vous irez peut-être le voir, où il y a une tornade en Italie, on l'a fait du reste par image virtuelle, donc c'est très impressionnant, mais c'est d'une force colossale, ça peut ravager un pays, un cyclone, hein, ou une sécheresse, ou des inondations. Ça
vient en partie de là. Alors maintenant, ça c'est à la portée de tout le monde, je vais vous montrer que c'est exactement ce qui se passe en philosophie. En philosophie, bon, il y a la Terre, la lithosphère, c'est-à-dire c'est le monde matérialiste un peu dans lequel nous sommes. Je vais acheter mes légumes au marché, je les revends, je ne sais pas quoi. Il y a la zoosphère, c'est-à-dire les hommes. Alors là, il s'agit des vivants humains. L'atmosphère, eh bien l'atmosphère, ce sont tout simplement les idéologies. Donc, les idéologies, on ne se rend pas compte. De même qu'on ne se rend pas compte qu'on baigne dans l'atmosphère, on ne se rend pas compte qu'on baigne dans des idéologies. Sans s'en rendre compte, du matin au soir, on respire des idées. En lisant son journal, en écoutant sa radio. Et attention, ce sont des idées forces. Je devrais mettre idées forces. Ne croyez pas, parce que, ma foi, on ne les voit pas beaucoup, qu'elles ne sont pas dangereuses. Mais elles peuvent faire des tornades épouvantables. Elles ont fait des millions de morts. Il y a eu des idéologies racistes, il n'y a pas tellement longtemps, et fascistes, mais qui ont envoyé des millions de gens à la mort. C'est une idéologie, ça, hein? Et puis il y en a de bonnes. Il y en a de celles qui amènent quand même un peu de paix, et puis de tranquillité. Il semble que dans notre secteur à nous, du monde occidental, on est dans une idéologie qui n'est encore pas trop mortifère. Hein? Attention. Mais ce qu'on ne sait pas, ça on connaît les... Mais non, on sait s'en défendre, peut-être pas encore, mais enfin, on les a repérés, hein, parce qu'on en a trop souffert. Mais on ne sait pas que les idéologies, elles sont déterminées par une toute petite modification de l'idéosphère. C'est plus la ionosphère, c'est l'idéosphère. Ce sont des idées philosophiques, mais minimes. Une toute petite modification. On se dit, bof, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est pas grave, ce sont des rêveurs. Quand Hegel est mort, il y avait 3 personnes à son enterrement. On a enterré quoi? Un original, un intellectuel. On veut bien les nourrir, bon, une société assez bien organisée peut encore en supporter un certain nombre. C'est pas trop grave. Mais de même que ce que nous faisons ne va pas révolutionner la planète. Attention. Jusqu'à présent, jusqu'à Hegel, on avait la solution d'Aristote, c'est-à-dire l'identité, c'est l'identité. Bien qu'il y ait plusieurs lapins, chacun est lapin à part entière. Vous me direz, ça ne vaut pas pour tapis. Non. Non. Mais il y a un autre problème pour tapis. Laissons-le de côté. Toujours est-il que le principe d'identité, qu'une chose est ce qu'elle est, et qu'elle l'est absolument et totalement, n'est pas contradictoire au fait qu'elles sont en plusieurs exemplaires. Si on n'y réfléchit pas, on s'en accommode, hein? Bien sûr, parce qu'on baigne dans l'atmosphère aristotélicienne. Quand il s'agit de démontrer et de soulever l'aporie, une autre paire de manches. Mais Hegel ne s'en est pas satisfait. Il s'est dit, mais non, ça ne joue pas. Alors, plutôt que d'enseigner à ses disciples le principe d'identité, une chose est ce qu'elle est, il a proposé l'identité, c'est l'identité et de la non-identité. C'est plus joli comme formule d'abord. Ça chatouille l'oreille. Platon avait dit, un jour, il y aura un prurite, on aura des formules qui font plaisir à entendre. On écrit même des bouquins qui sont faits que de ça. Mais là, au moins, ça a du sens. On peut démontrer, mais oui, c'est vrai. Une chose est ce qu'elle est. Elle est l'identification, l'identification de ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Ce qui la fait être elle et pas l'autre. Il y a dans un lapin quelque chose qui n'est pas lapin, ce qui le fait être lui. Ça ne peut pas être lapin puisque l'autre, il est lapin. Bon, Hegel est mort, 3 personnes à son enterrement. L'embêtant, c'est qu'il avait un disciple qui, lui, n'était, oui, philosophe, bien sûr, mais aussi sociologue, qui était l'ami de Marx. Et Marx n'était pas philosophe, c'était un sociologue. Et il avait besoin d'une armature philosophique, de quelque chose pour faire tenir son système, sa conception de la société.
Et c'est d'une part Feuerbach qui le lui a apporté, disciple de Hegel, et qui lui a fait comprendre que ce qui est valable pour une fleur, la fleur ne peut devenir un fruit que si sa négativité la détruit. C'est-à-dire, le poussin est poussin, non, l'œuf, pardon, le poussin, il est œuf et mort d'œuf. Vous n'aurez jamais de poussin si vous ne sacrifiez pas un œuf. C'est du reste dans les catéchismes marxistes, ça. Vous voulez le poussin et l'œuf? Eh bien non, on ne peut pas avoir. Il faudra que, si vous voulez un poussin, vous y sacrifiez un œuf. C'est très dans la sensibilité de l'époque actuellement. Les gens sont très sensibles au fait que si on a du papier, on a détruit des arbres dans la forêt. Mais quand on applique ça à la société, on arrive à la nécessité de la révolution. C'est-à-dire, c'est plus un malheur bien grave, comme disaient les Allemands, gros problème, la guerre. Mais non, c'est à introduire là où elle n'existe pas, la révolution permanente. Ce que les Chinois ont fait du reste de la révolution culturelle. C'est pour ça qu'ils se sont séparés des Russes. Quand ils ont vu que les Russes ne pouvaient pas, c'était plus viable, ils ont continué, c'est l'idéologie. Je reviens à Hegel. On modifie un tout petit peu l'idéosphère. C'est 3 fois rien. À la base de dire l'identité, c'est l'identité, on dit l'identité, c'est l'identité de la non-identité. Personne ne comprend de toute façon. Ben oui, on a compris, on l'a reçu sur la tête. C'est-à-dire, à part le fascisme, mais la plus grande aventure mortifère, l'épouvante, l'horreur, quand on voit les crimes de Staline, je suis en train de redécouvrir tout ça. Ça dépasse l'imaginaire. C'est pas que le goulag, oui, il y a le goulag, mais Hitler, c'est un apprenti à côté. Ce que Staline a fait à son peuple, on ne peut pas imaginer. Ça vient de là. Staline était convaincu que vous voulez progresser, alors il faut tuer la forme précédente. Mais tuer, pas au sens moral, au sens physique. Alors la philosophie, elle est la gardienne des idées. Ici, la philosophie, c'est pas de la musiquette. C'est quelque chose, nous sommes les bergers des idées les plus abstraites, pourvu qu'elles soient justes. Et nous sommes actuellement encore dans l'idéologie, grâce à Dieu, en Occident, aristotélicienne. C'est-à-dire, nous ne pensons pas que pour progresser, il faut tuer, bien que certaines expériences pourraient à la rigueur le faire illusion. Mais on n'est pas à l'abri d'un manipulateur qui peut changer, modifier un tout petit peu, et ça ne fait de mal à personne au début. Un livre qui commence à se diffuser, où c'est très philosophique, il n'y a que les intellectuels peut-être qui y mordent, mais attention, ça passera dans l'idéologie, et les idéologies, elles sont mortifères. Revenons à nos moutons. Je vais, avant de faire notre petite interruption, vous présenter maintenant l'aporie. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une aporie. Vous voyez que c'est par là qu'il faut commencer. Toutes les disciplines philosophiques ont commencé par une aporie. La philosophie n'est pas née de l'imaginaire d'un grand poète qui tout à coup a eu une vision, Weltanschauung, une sorte de visionnaire qui a repensé le monde. Pas du tout. La philosophie commence avec l'étonnement. Mais un étonnement intellectuel. C'est-à-dire, on dit, mais ça ne marche pas. Les gens ne voient pas, si vous voulez. Scandalone, c'est-à-dire c'est quelque chose qui couvre une énigme. Ils ne voient pas que, tant mieux, peut-être, il vaudrait peut-être quand même mieux qu'ils assurent leur quotidien, dont les philosophes ont à se réjouir. Je vais vite encore vous dire une chose que j'ai oubliée avant de venir à notre aporie. C'est une phrase de Montaigne. On écrit plus de livres sur les livres que sur les choses. Montaigne, je trouve que c'est un des grands sages
c'est pas un philosophe au sens courant du terme, c'est une sorte de Pascal, si vous voulez, avant la lettre, c'est une sorte de penseur. On fera une distinction entre les philosophes et les penseurs, mais ils sont utiles. Les penseurs, c'est les intermédiaires entre les philosophes purs. Mais c'est tellement vrai. Je ne veux pas dire du mal de quiconque, mais si notre compagnon était là aujourd'hui, il vous dirait qu'il a écrit une thèse de philosophie sur un philosophe. Il ne pouvait pas faire autrement. Il se serait fait éjecter s'il avait écrit sur les choses. S'il avait fait une thèse, je ne sais pas moi, sur le changement, sur le temps, on lui aurait dit, mais vous allez chercher ça où? Vous êtes au Moyen-Âge, c'est fini tout ça. Et Montaigne ajoute, nous ne faisons que nous entregloser. C'est entregloser, c'est-à-dire, je répète, je redis, ça tourne en rond. On a débrayé du réel, on est idéophage, on mange des idées, on les rebrasse, et c'est à ça qu'on s'amuse dans les universités. Quand on demandait à Aristote où il avait appris toutes les belles choses qu'il enseignait, il répondait, et c'est sagesse même, dans les choses, car elles ne savent pas mentir. Or aujourd'hui, on n'apprend pas dans les choses, on apprend dans les livres. Nous utiliserons les livres. Nous utiliserons Descartes, Platon, Aristote, mais à partir d'un problème. Le problème de l'un multiple, il traverse toute la philosophie, puis il n'est pas terminé du reste. Il ne sera jamais terminé. Alors si on donne les problèmes, je vais prendre encore un tout petit exemple qui vous a frappé, je l'espère. Le problème du bien et du mal, rappelez-vous. Tout le monde est convaincu qu'il y a du bien et du mal. L'horreur, imaginez le sadique là, qui a tué deux gamines en Belgique, mais ça nous révulse d'horreur. Il n'y a pas besoin de faire une démonstration, c'est clair. Mais quand on demande, mais pourquoi il ne faut pas tuer deux innocentes gamines? Les gens vont vous arracher les yeux, bien sûr, hein, mais soyons sérieux. La nature l'a fait pendant des millénaires. La loi du plus fort, nous en sommes le fruit délectable, c'est-à-dire c'est comme ça que l'évolution s'est faite. Alors pour une fois, je suis d'accord avec les évolutionnistes, c'est-à-dire il y a des pans entiers d'individus qui n'étaient pas viables, qui étaient faibles, qui ont été dévorés par les autres, soit éliminés par la nature, idée platonicienne, ou tout simplement les uns les autres. Et ça continue aujourd'hui du reste. Les animaux les poissons les plus grands mangent les plus petits, et nous nous extasions devant ces belles lois de la nature. Et pourquoi on ne continuerait pas? On met de côté la religion. Hein? Bon, tu ne tueras pas. La philosophie n'est pas de la religion. Alors je vous demande, mais pourquoi pas? Vous savez, pour obtenir une réponse cohérente, il faut se lever tôt le matin. Sartre a eu l'honnêteté de reconnaître, à la fin de sa vie, dans les dialogues qu'il a avec Simone de Beauvoir, quand il allait à Rome passer les vacances, qu'il n'a pas résolu le problème. Il ne sait pas ce qu'est le fondement du bien et du mal. Il voit bien qu'il y a le bien et le mal. Mais il dit, non, là, la sincérité, ça ne suffit pas. Peut-être Hitler était sincère. Il a cru bien faire en continuant la loi de la nature, la loi du plus fort. Le racisme, mais il y a longtemps que la nature est raciste. Et il y a des races entières qui sont sacrifiées à d'autres, qui leur servent d'aliment. Alors pourquoi pas continuer finalement, hein? Au nom de quoi? Philosophiquement parlant. Alors, nous avons établi l'aporie du bien et du mal. À la place de dire, ça va de soi, quelle horreur, quel criminel, il faut le pendre. Oui, ça c'est un autre problème. Mais je pense que d'abord, le philosophe se doit d'établir le bien et le mal sur son fondement métaphysique, sans quoi on parle pour ne rien dire. Puisque nous avons abordé le problème, je vais ne pas le lâcher. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je le fais quand même, parce que je n'aime pas entrouvrir des portes et les laisser entrebâiller. Nous venons de parler de ce crime abominable, cette chose qui nous émeut. Vous savez qu'en Belgique, tous les automobilistes mettent un petit ruban noir sur leur antenne, comme on met un blanc quand on va au mariage, et je les comprends.
Et s'est posé immédiatement le problème de la peine de mort, problème éminemment philosophique. Quand l'assassin odieux, qui frappe par le fait qu'il n'a pas une gueule d'assassin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors vraiment c'est monsieur tout le monde. Alors je lui aurais vraiment leur donné mon chien à garder, en tout cas mon chien. Quand on l'a amené à la prison, et on a hurlé à mort, et si on n'avait pas retenu les gens, ils lui sautaient à la gorge. Hein. Alors j'aimerais faire vite une petite réflexion, petite parenthèse, nous reprendrons notre aporie tout à l'heure, mais n'ayons pas peur de prendre des chemins de traverse. Il y a deux choses. Il y a d'une part, retenez bien ça, le peuple, vox populi, la voix du peuple, qui dit à mort. Alors vous pouvez être tranquille que si vous faites maintenant un sondage d'opinion, un vote dans le monde entier, pas seulement en Belgique, en Suisse et en Europe, après ce crime, parce que maintenant c'est l'émotion, mais en dehors de tout contexte émotionnel, vous avez la majorité qui sont pour la peine de mort. En France, quand on a aboli la peine de mort, les intellectuels, les officiels, l'intelligentsia l'a aboli. On a fait un sondage dans les journaux, c'était encore 65%, c'est beaucoup quand même, pour la peine de mort. Alors vous avez d'autre part les intellectuels, dans lesquels je mets impunément les philosophes. Eux, ils disent non, on ne peut pas. Si on demande aux philosophes, aux intellectuels, mais alors vous comprenez comment alors ça, le peuple, et Dieu, il n'est pas formé, l'école ne remplit pas son rôle, on n'a pas discuté, il faut échanger, il faut dire, il faut parler, il faut l'éduquer. Bon, alors c'est le peuple qui n'a rien compris. Si on demande au peuple, il dira ces intellectuels, mais ils ne nous représentent pas, et ils ont voté des lois que nous ne voulons pas, il y a un fossé, on ne s'y reconnaît pas. Eh bien, moi, je vous propose la chose suivante. Je vous propose de les réconcilier. Autant d'un côté que de l'autre. Vous me direz, amusez-vous toujours, professeur. On ne peut pas tuer ou ne pas tuer, parce qu'il s'agit ici de dire à mort, et là, on n'est pas à mort. Alors, on ne peut pas être entre les deux. Hein. On a beau faire des entourloupettes intellectuelles, où on le tue ou on ne le tue pas. Et pourtant, je m'en vais proposer humblement une solution qui, je l'espère, satisfera les deux exigences. Celle-là, je la comprends très bien, cette exigence. Mais je comprends non moins l'autre exigence. Et il y a moyen de les réconcilier. J'aimerais d'abord que les intellectuels fassent un peu de chemin du côté du peuple, à la place de dire c'est la vengeance, c'est le peuple au sens d'une... Platon disait gros animal, le gros animal. Le peuple, la masse, c'est un gros animal, c'est instinctif, c'est pas raisonnable. Et puis après, on fera faire aussi un chemin du peuple, on leur expliquera ce qui était en cause. Alors, d'abord les intellectuels. J'aimerais leur dire ceci, parce que c'est pas très difficile à comprendre. C'est que quand quelqu'un a pris quelque chose à quelqu'un, il n'a plus le droit de l'avoir lui. C'est tellement simple qu'on se demande comment est-ce qu'on pourrait hésiter. Si je vous prends 5 francs, je vous les vole, vous ne vous leur pas. Admettez que vous soyez pauvre, hein, parce que si je vous les prends, vous auriez tort de vous fâcher, dit saint Thomas. Mais nous ne perdons pas en chemin. Vous êtes pauvre, vous avez besoin de 5 francs pour vivre aujourd'hui, je vous les vole. Est-ce que je peux, moi, me targuer d'avoir le droit d'avoir 5 francs? On dirait non, non. Ces 5 francs res clamat domino, la chose réclame son possesseur. D'abord, vous les rendez, puis après on verra. Hein. On vous les donnera peut-être par miséricorde. Il est évident, mais alors c'est évidence même, que quand quelqu'un a pris la vie de quelqu'un, il n'a pas le droit à garder la sienne. Ce serait quand même un tout petit peu fort, qu'en toute connaissance de cause, évidemment, j'élimine les fous. Ben, il faut être vraiment très fou pour ne pas voir qu'il ne faut pas tuer de gamines. Hein. Il faut faire attention quand même, pour avoir du bon sens. Hein. Je suis d'accord que des fois on fait des imprudences en voiture, on n'a pas très bien vu les conséquences. Mais alors pour assassiner deux gamines, les laisser mourir de faim dans un réduit, non. Alors il faudrait qu'ils soient hallucinés de folie.
Si quelqu'un prend la vie de quelqu'un d'autre, il n'a plus droit à la sienne. C'est ce que dit la Vox Populi. C'est quand même pas impossible à comprendre. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de cruauté, il ne s'agit pas de barbarisme, il s'agit d'une loi édictée par les Romains, Vox clamat domino. Alors, la première chose pour les intellectuels, c'est de dire, oui, il mérite la mort. Je vous assure que ça ferait déjà un peu de bien. Ça détendrait l'atmosphère. J'ai effacé. On dirait, ouf, il mérite la mort. Mais c'est du bon sens même. Or, ils ne le disent pas, ils disent le contraire, ces imbéciles. Imbéciles! Nous allons donc le condamner à mort. Mais il y a deux manières de condamner à mort. De couper la tête, c'est presque un peu trop facile. Mais on peut l'enfermer jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas comme les gamines meurent de faim, non. Mais il attendra sa mort. Sa vie humaine, il n'y a plus droit. Alors, c'est l'incarcération définitive, sans retour. Je crois que le peuple s'en satisferait. Je dirais, bon, maintenant il est condamné à sa mort, il est dans sa chambre mortuaire, sur son lit de mort. On ne peut même pas les mettre dans les prisons avec les autres, parce qu'il les tue, les autres prisonniers, qui ne sont pourtant pas des intellectuels, hein, mais ils comprennent très bien que quand on a pris la vie d'une gosse, on ne mérite plus d'avoir la sienne. Nourri, logé, blanchi, jusqu'à sa mort, oui d'accord, jusqu'à sa mort. Mais sortir 15 ans après, la maman pourrait rencontrer l'assassin de sa fille. Ah non, ça, je ne peux pas supporter. Ah non, ça, moi, je serais père, je le tuerais. Je vous le dis, je le tuerais. 15 ans après, je m'en fous. Hein. Mais non, on ne peut pas. Je connais un père à Villeneuve qui a eu sa gamine, 18 ans, qui a été tuée à Villeneuve, il n'y a pas tellement longtemps. Ne pouvant pas faire justice, il en est mort lui-même. Une année après, il a fait un cancer généralisé, terminé. On ne peut pas vivre en sachant qu'un jour, je peux le rencontrer sur un trottoir de la ville. Non. Pour autant qu'on soit conscient de ce qu'on fait, mais je ne vais pas chercher la conscience raffinée s'il était battu dans son enfance. C'est ridicule. On peut être battu dans son enfance et puis ne pas prendre la vie de quelqu'un pour autant. Hein. J'en sais quelque chose. Alors, je pense que de temps en temps, les philosophes devraient se faire entendre avec d'une part un peu de bon sens et puis un peu de raisonnement que les intellectuels sont, dont ils sont les dépositaires. Il n'a pas de faire cet affrontement qui risque de déchirer le tissu social. Il faut faire attention, il est fragile le tissu social. Il n'y a pas seulement l'idéosphère, la ionosphère qui est fragile. Pour un oui ou un non, maintenant, il y a des scissions dans le tissu social. On a peur de faire partie de l'Europe. Rassurez-vous, partout, il y a le mouvement contraire maintenant. Partout, en Corse, en France, il y a 3 ou 4 identités. La Savoie, en Italie, il y a l'Italie du Nord qui veut se séparer de l'Italie. Alors, ils ne sont encore pas prêts d'entrer dans l'Europe. Pour la moindre le petit affrontement idéologique, maintenant, on se sépare. On s'envoie des bombes dans la cuisine ou ailleurs. Au moins là, je suis persuadé que le peuple belge ou suisse ou français, sachant que l'assassin de ses enfants, de ses adolescentes, est condamné à mort, il l'est, et on le dira, il n'a plus le droit de vivre. Ce serait trop facile alors, hein? Quand on a pris la vie de quelqu'un, on n'a plus droit à la sienne. Il attendra sa mort, qui viendra quand elle voudra. Voilà ce que je voulais dire. Je commencerai le cours de la deuxième partie avec notre belle, extraordinaire et fabuleuse aporie qui a donné le branle à la philosophie, une entre autres, et qui bloque la recherche philosophique depuis 2 siècles. Alors à tout à l'heure. S'il faut résumer le chapitre précédent en une phrase, la philosophie commence par l'étonnement, comme le dit Aristote, et non pas par l'étude des philosophes. Puisque j'ai dit un peu de mal d'un livre
d'introduction à la philosophie, je veux dire du bien d'un autre, c'est le seul livre que j'ai trouvé d'introduction à la philosophie vers la pensée philosophique, dont la table des matières ne cite pas un seul philosophe, mais uniquement des objets philosophiques. La loi, la connaissance, la vérité, on va le voir, la pensée, la valeur, le bien et le mal, l'homme, l'être, la société, l'absolu. C'est le livre du père Boschensky qu'on ne trouve plus dans le commerce et qui est, de tous ceux que j'ai eus entre les mains, le seul qui est un livre d'introduction à la philosophie et non pas aux philosophes. Eh bien, introduisons-nous dans l'aporie majeure qui est celle qui écrase, qui stérilise la recherche philosophique depuis 2 siècles et qui est le problème de l'évidence. Je vais vous proposer un mythe philosophique. Dans notre étude, il y en aura 3. Notre étude, j'ai oublié de le dire, va essayer de résoudre le problème de la vérité, et nous avons encore après le problème du beau, mais il va nous retenir en tout cas 1 année, et alors nous aurons fait le tour des problèmes philosophiques, et nous pourrons étudier la société, et finalement, cette société parfaite qu'est le corps mystique. Je ferme la parenthèse. Cette aporie est tellement énorme que depuis 2 siècles, on la considère comme insoluble, tout en sachant bien avec un peu de bon sens qu'elle doit l'être. Puisque Platon, et là je m'autorise de l'imiter et non pas de le copier, a utilisé le mythe, c'est-à-dire le mythe c'est un peu l'équivalent de la parabole en religion, c'est une petite histoire pour servir de support, pour accompagner un problème philosophique particulier. On ne dit pas parabole tout simplement pour éviter la confusion des genres, mais ça a exactement la même fonction. Donc je vais vous présenter mon premier mythe qu'on appellera le mythe de Sherlock Holmes. Plus tard, ce ne sera pas long, ce sera encore 1 ou 2 leçons. Quand je dirai le mythe de Sherlock Holmes, j'espère que vous vous souviendrez de quoi il s'agit et que vous ne le confondrez pas avec les 2 autres. Imaginons qu'un jour, vous découvriez dans le Galetas, dans la malle aux souvenirs de votre famille, à laquelle vous avez accès depuis pas très longtemps. Vous saviez qu'il y avait une malle qui venait de, je sais pas, de vos ancêtres. Et vous découvrez une photographie, tout début, ça s'appelait même pas photographie, ça s'appelait des daguerréotypes, de Daguerre, l'inventeur, en couleur, imaginons qu'elle est en couleur, qui représente un lointain ancêtre à vous, donc déjà du temps des daguerréotypes, mais de la préhistoire de la photographie. Vous avez, en fait, c'est vrai, la représentation d'un bonhomme assez marrant, enfin, il a même comme un corsaire, un bandeau noir sur un œil. Il a l'air assez sympathique, enfin c'est votre ancêtre. Et puis il avait assez mauvaise réputation. Ça, vous le savez par souvenir de famille. Vous savez que c'est un homme qui picolait la moindre, et du reste c'est vrai, il a le nez particulièrement rouge. C'est dommage que je n'ai pas de crème, mais enfin vous pouvez suppléer. On fait comme ça quand on n'a pas de couleur. Bon. Vous êtes devant ce portrait de votre ancêtre et vous dites finalement, j'aimerais bien savoir, d'abord s'il avait la trogne aussi rouge, parce que alors vraiment c'est inquiétant si on a dans notre atavisme d'un éthylisme pareil, et puis d'autre part, il n'a pas la morphologie de sa descendance, enfin je ne sais pas, il paraît un peu plus large de visage. Ça ne vous tourmente pas au-delà de vous empêcher de dormir, mais étant donné que vous connaissez un grand détective de réputation mondiale qui s'appelle Sherlock Holmes, vous dites après tout, il résout toutes les énigmes, pourquoi pas celle-là? Alors vous lui présentez le daguerréotype,
Et vous dites, écoutez, maître, enfin, vous avez des talents extraordinaires, est-ce que vous pourriez nous dire, parce qu'on en a discuté en famille, ça nous inquiète un peu, si notre ancêtre, le tonton Albert, le vieux Albert, était vraiment comme ça? Est-ce que vraiment c'était un nez aussi rouge et puis une morphologie aussi pâteuse? Il vous dit, écoutez, c'est très facile à faire, vous m'apportez un autre document. Vous dites, ah non, on n'en a pas. C'est le seul qu'on a. Alors il dit, mais écoutez, je n'ai pas connu votre ancêtre. Et vous lui dites, nous non plus, c'est pour ça qu'on vient chez vous. Parce que si on l'avait connu, évidemment, on serait au clair. Il est piqué au vif, le Sherlock Holmes. Il dit, écoutez, laissez-moi 3 jours. Revenez dans 3 jours. Bon, le problème paraît très ardu, parce qu'on se dit, finalement, on a un document, une copie, mais on n'a pas l'original. L'original, il est mort et enterré, on ne va quand même pas aller mesurer sa boîte crânienne pour savoir si ça ressemble. 3 jours après, on vient, assez curieux, devant Sherlock Holmes, avec évidemment un petit sourire en coin en se disant, après tout, il s'est peut-être planté, il n'a peut-être pas la solution. Et que non. Il nous dit, et il vous dit, eh bien, écoutez, c'est un fait que le jour où le daguerréotype a été pris, il n'avait pas le nez aussi rouge, et votre ancêtre avait le visage un peu plus allongé que le document le montre. Alors là, on est soufflé, et il est absolument sûr de son fait. Alors évidemment, la phrase fuse de toutes les gorges, de toutes les bouches. Mais comment avez-vous fait? Bon, on veut bien vous croire. Mais comment avez-vous fait? Vous avez la preuve? Et il a cette réponse stupéfiante. Il dit très simple. J'ai fait exactement comme vous. Il dit, non, nous, on n'a rien fait, on ne sait pas, nous. Il dit, mais non. Vous aussi, sur la base d'un document, d'une reproduction, vous jugez d'un original que vous ne connaissez pas. Quand vous dites qu'un panneau est rouge, l'original, il est en dehors de votre œil, de votre connaissance. Vous n'en avez qu'une reproduction, de même que là, je n'avais qu'une reproduction de votre ancêtre. Et pourtant, vous assurez la conformité de cette reproduction au fond de votre œil par rapport à l'original. Rien n'exclut que vous inversiez les couleurs. C'est-à-dire, de même qu'il y a des négatifs en noir-blanc, il y a des négatifs en couleur, c'est du reste assez beau. Finalement, c'est très surréaliste. Mais vous le savez très bien que non. Vous dites, ce que je vois, c'est un rose. Moi, je suis un peu daltonien, mais je peux quand même vous assurer que c'est plus du côté du rose que du vert. Et vous le voyez tel qu'il est. En fait, vous n'en avez aucune preuve. On est sorti de là, vous sortez de là, nous sortons de là, un petit peu estomaqués, dire, mais alors, il faudrait d'abord se remettre en cause, nous, mais comment faisons-nous, pour déclarer à longueur de journée, les lampes sont allumées, peut-être que c'est le contraire, elles sont éteintes et puis c'est l'air qui est lumineux, une photo négative. Mais personne n'en doute. Comment puis-je m'assurer que je vois juste? C'est un problème du reste très simple, que beaucoup de gens se posent. J'ai encore entendu l'autre jour un médecin qui fait partie du groupe de philosophie de Neuchâtel, qui, sans qu'on ait traité ce problème, m'a dit en sortant un soir, je ne me rappelle plus, regarder les étoiles, et puis il y en a de ceux qui voyaient qu'il y avait des étoiles roses, des étoiles jaunes, ce que alors moi je suis absolument incapable de dire. Et pour finir, il m'a dit, oui, mais je ne suis pas sûr, j'aimerais savoir si je vois les couleurs comme les autres. Je dis en tout cas pas comme moi, parce que moi je ne les vois pas, je les vois très mal, disons. Mais il m'a dit, mais moi j'aimerais... Je me suis souvent posé la question, me dit-il, est-ce que je les vois vraiment comme les autres? Je n'ai pas pu vérifier. J'ai dit, peut-être qu'un jour, si tu es très patient, nous répondrons à cette question. Mais ce n'est pas dans le programme
actuel. Or, pour vous, c'est le programme actuel. J'aurais pu lui dire de venir, mais comme il a déjà sa ration de philosophie mensuelle, je pense que ça lui suffit. Il ne faut pas lui brouiller l'esprit. J'aimerais que vous preniez sur votre table un texte que je vous ai remis et qui montre que ce problème est insoluble. C'est-à-dire, pas le problème de Sherlock Holmes, le problème que moi, qui reçois de la réalité une représentation, je ne peux pas, c'est métaphysiquement impossible, me prononcer sur la conformité avec l'original que je n'ai pas. Je n'ai pas l'original. Je crois que je l'ai, mais je ne l'ai pas. L'original, il est en dehors de moi. Ce texte, il est tiré de ce livre. Là aussi, je peux vous le montrer. Ce livre, c'est très important parce que je l'ai utilisé pendant des années, pour préparer des élèves, dont la fille d'Anne-Claude en particulier, pour préparer un préalable de lettres à l'université quand on n'a pas le bac. Et on est interrogé sur la logique formelle de Maurice Gex, qui était un professeur du reste de l'université ici à Lausanne, qui est un très bon manuel de logique. Mais c'est un très mauvais livre du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire de la connaissance du vrai, qui n'était pas son propos. Alors lisons. La philosophie classique, Aristote, saint Thomas, définit le jugement vrai, évidemment en logique, il faut savoir ce que veut dire jugement vrai, jugement faux, par sa conformité avec son objet. Le jugement faux par la non-conformité. Ben oui. Si je dis les lampes sont allumées, c'est vrai car elles le sont. Si je dis il neige, c'est faux, il ne neige pas. Par exemple, en disant tous les ruminants ont le pied fourchu, est un jugement vrai. On veut dire qu'il y a une conformité entre ce jugement, qui est un acte mental, et la réalité lorsqu'on examine les pieds des différents ruminants connus. Cette prétendue définition, prétendue veut dire qu'elle est suspecte, qui paraît au premier abord simple et claire, ben oui, se heurte à de grandes difficultés. En philosophie, difficulté, ça s'appelle aporie. Non seulement une grande difficulté, mais une aporie insoluble. Elle suppose que la vérité est la copie de la réalité. Ben évidemment, je reçois dans l'œil une copie, une image du rouge de mon panneau. Et j'espère bien que c'est le même rouge. Elle suppose que la vérité est la copie de la réalité. Pour juger de la conformité de la copie, qui est une pensée ou une image dans l'œil, peu importe, tout ce qui est mental, avec la réalité, il faudrait pouvoir connaître la réalité en elle-même. Il faudrait que je puisse connaître mon ancêtre. Alors là, je pourrais savoir si la photo était juste, l'original, sans passer par la pensée que l'on a de cette réalité, ce qui est manifestement est impossible. Je pense que c'est assez clair. C'est manifestement impossible. Donc, il n'y a pas de définition de la vérité, il ne pourra jamais y en avoir. Oui, il y en a une qu'on utilisera comme substitut, une prétendue, par commodité, mais de fait, elle est inadéquate. Il n'y a pas. Il est l'héritier de 2 siècles de philosophie. Vous comprenez, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est à partir, on verra que c'est Descartes qui a mal aiguillé, et puis après, on s'est enfoiré. Mais un professeur d'université peut marquer ça, et puis il a le bon sens pour lui, il n'y a pas de doute. Pour éviter ces difficultés, aporia, les philosophes, surtout depuis Kant, c'est-à-dire ces 2 siècles, disent que le jugement vrai produit la convergence mentale. Auguste Comte. C'est-à-dire, si je dis « il neige », je peux savoir que c'est faux parce que d'abord j'ai chaud, ensuite si j'ouvre la fenêtre, je sentirai qu'il fait aussi chaud dehors, ensuite mes élèves ne sont pas habillés avec des gros pulls, donc convergence mentale, il neige pas parce qu'il y a d'autres sensations tactiles, visuelles, auditives qui me montrent. C'est ridicule, parce que tout pourrait être faux. Il pourrait y avoir des sensations inversées, non seulement visuelles, auditives et tactiles. Un autre philosophe, André Lalande,
l'accord des esprits. Alors là, c'est dangereux. Parce que alors, qu'est-ce qu'on s'est enfoiré avec l'accord des esprits? Il y a des fois des unanimités qui se sont faites sur non seulement des erreurs, mais même des crimes. C'est très dangereux, ça. La majorité a raison. Attention, vox populi, vox dei, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas là une véritable définition, mais bien l'énoncé d'un effet important que produit le jugement vrai. Ça fait un peu rire, parce que s'il dit que c'est un effet du jugement vrai et qu'il ne sait pas ce que c'est que le jugement vrai, il ne peut pas savoir que c'est un effet du jugement vrai. Mais vous savez, la vérité, vous ne pouvez pas la chasser par la porte, elle revient par la fenêtre. De toute façon, on se contredit. Sauf quand on sait sur quoi se fonde le jugement vrai. C'est une autre paire de manches, on n'y est encore pas. Mais c'est comme ça, les philosophes ne se rendent pas compte quand ils se marchent dessus. Qui est assimilé à un jugement objectif. Alors on pourrait dire, alors c'est quoi un jugement objectif? Ben, c'est quand je décris l'objet tel qu'il est. Je dis oui, mais mon œil, vous venez de dire que ce n'était pas possible. Ajoutons que M. Arnold Raymond, je lis encore jusque-là, puisque le collège de la cité qui nous héberge une fois par mois porte son nom, c'est un philosophe lausannois, a dégagé une autre propriété importante. Le jugement vrai désigne une position unique par rapport au réel. 2 fois 3 égale 6, alors que le jugement faux autorise un nombre indéfini de positions. 2 fois 3 égale 1, 2, 3, 4, 7. Ce qui est complètement absurde, parce que je peux savoir qu'il n'y a qu'une solution quand antérieurement je sais qu'il est vrai. C'est pas comme ça. Si je vous dis A plus B égale C, c'est vrai? On dit, oui ou non, j'en sais rien. Il faut d'abord que je vous donne la solution, après vous direz, ah oui, il n'y a que cette formulation qui est juste, toutes les autres seraient fausses. Enfin, ça ne fait rien. Toujours est-il qu'on en est là. La question est de savoir comment est-ce qu'on y est arrivé, parce que c'est quand même un peu gros. Et je vous montrerai, bien sûr, parce que la philosophie démontre tout ce qu'elle dit, que c'était fatal. Il y a un moment donné où on a pris un aiguillage que personne n'a vu, enfin personne, il me semble, et qui nous a enfoirés, dans lequel on est encore enfoiré aujourd'hui. Cet aiguillage, il a été pris par un monsieur remarquable qui s'appelle René Descartes. J'ai été à la bibliothèque trouver des ouvrages chez Descartes un peu représentatifs. J'ai pris celui-là, mais j'aurais pu en prendre 142 d'études sur Descartes. C'est de André Glucksmann, donc c'est un philosophe que vous connaissez, qui est contemporain, conseiller de Mitterrand, je crois, il était ami de Sartre, c'est un jeune garçon très bien. Descartes, c'est la France, où on a le cartésianisme exposé de manière très honnête, et en essayant de comprendre que nous lui devons tout, c'est le père de la philosophie moderne. En dehors de Descartes, on ne va pas au-delà de Descartes aujourd'hui, parce que c'est dangereux. Si vous allez au-delà de Descartes, vous risquez de tomber sur la philosophie du Moyen-Âge. La philosophie du Moyen-Âge, c'est saint Thomas. Saint Thomas, c'est l'Église catholique, c'est le christianisme. C'est un peu dangereux. On préfère ne pas aller plus loin. Alors qu'on sait, du moins on soupçonne, ça m'étonnerait quand même, ce serait grave qu'on ne le sache pas, que saint Thomas a donné une explication lumineuse. Vous aurez le texte sous les yeux en latin et en français. Il y a une phrase qui me paraît très judicieuse à vous citer maintenant. C'est « L'homme est ainsi fait qu'il préfère l'erreur qu'il a trouvée à la vérité découverte par un autre. » S'il y a un jour où j'ai pu me convaincre de la vérité de cette phrase, l'homme préfère l'erreur qu'il a trouvée. Il soupçonne quand même que ce n'est pas vrai, mais c'est à lui, c'est sa découverte. Plutôt que la vérité découverte par un autre, surtout si cet autre, c'est un saint catholique. Alors là, ce n'est pas possible. On ne peut pas être thomiste aujourd'hui, vous faites rire, vous rigolez. Le jeune professeur qui va enseigner la philosophie, qui a passé son examen, il était très prudent de pas... Je crois qu'on lui a dit 2-3 fois, mais ça c'est du saint Thomas d'Aquin, ça n'a rien à voir. Et pourtant,
ce texte de saint Thomas, et ce serait coupable de la part des philosophes, y compris celui de Maurice Jacques, de ne pas l'avoir connu, ce texte, puisqu'il donne avec une luminosité, mais aveuglante, la solution de ce problème, considéré comme insoluble. Je vois par exemple un philosophe, un autre, qui dit « Croire qu'on peut expliquer l'explicateur », c'est-à-dire croire que je peux prouver que je vois juste, donc, puisque je suis l'explicateur, donc, justifier l'explicateur, c'est aussi irréalisable que s'asseoir au bord du chemin pour se regarder passer. Vous ne pouvez pas, étant donné que c'est vous qui donnez l'explication, c'est votre intelligence. Mais l'intelligence ne peut pas juger l'intelligence. Vous prenez le témoin pour justifier, vous prenez l'accusé pour justifier l'accusation ou la justice. Imaginez que l'accusé dise « Non, je ne suis pas coupable ». On dit « Ah, bravo ». Ah non, alors il n'est pas coupable, on s'était trompé. L'intelligence, elle est l'accusée, là, du moins un moment, quand on va lui dire « Mais écoute, comment tu fais pour t'assurer que tes représentations sont conformes à une réalité que tu n'as jamais vue quand même. Il faut quand même dire ce qui est. Je ne l'ai jamais vue directement. » Alors, elle va répondre, on dira, de toute façon, elle me dira n'importe quoi. C'est ce qu'on dit, c'est métaphysiquement pas possible que d'être cause et partie. Je suis mise en cause, et puis c'est moi qu'on interroge. On n'interroge pas un voleur pour savoir s'il a volé, ou un menteur pour savoir s'il est menteur. Évidemment, il vous dira qu'il ne l'est pas. Du reste, la meilleure manière de prouver qu'on n'est pas menteur, petit truc que vous pouvez donner pour les gosses parce que ça les amuse, c'est de dire « je suis menteur ». Dans ce cas-là, c'est la preuve que je ne le suis pas. Parce que si je dis « je suis menteur » et que je le suis, alors j'ai dit la vérité. Et si je dis « je suis menteur » et que je ne le suis pas, alors j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité quand j'ai dit si je dis je suis menteur et je ne le suis pas, alors c'est que je ne le suis pas. Donc j'ai menti occasionnellement, mais je ne le suis pas. Vous y réfléchirez à la maison. Revenons à nos moutons. Je vais vous donner quand même quelques conséquences. D'abord, bien établir l'aporie, c'est-à-dire, il ne faut pas aller trop vite dans la solution. Vous l'aurez la solution. Mais je voudrais d'abord vous montrer, avec beaucoup d'autorité, au pluriel, donc des autorités, que ce problème est insoluble, parce qu'il y a longtemps qu'on tourne autour. Alors, j'aurais réussi mon cours, au moins celui d'aujourd'hui, si à la fin de cette petite expérience, vous disiez « non, c'est absolument insoluble », c'est-à-dire vous soyez tout à fait de votre époque, que j'arrive à vous convaincre, parce qu'évidemment, si je mélange la solution au problème, vous n'y comprendrez plus rien. Du reste, j'aurais peut-être pas dû anticiper, j'aurais dû en rester à ce constat que nous avons devant les yeux une impossibilité métaphysique à trouver une solution, quoi qu'on soupçonne bien qu'il doit y en avoir une, puisque de fait on se contredit, puisqu'on dit la vérité, le jugement vrai produit des effets. Alors il faudrait d'abord... Alors, je vais vous donner un premier exemple. Vous voyez, ça c'est une collection de peintures tout à fait remarquable. Si jamais vous la trouvez, elle n'est plus éditée, mais si vous la trouvez chez un brocanteur, sautez dessus à pieds joints parce que c'est le numéro 1 de la reproduction. C'est des albums Skira. Je suis très content que justement, comme couverture, on ait mis l'exemple que je vais utiliser, parce que c'est la peinture espagnole. Alors évidemment, il n'y a pas seulement le Gréco, il y a toute la peinture archaïque, et puis ensuite, il y a Zurbarán, il y a d'autres peintres espagnols. Mais, quand Skira a édité cette collection, qui est inestimable aujourd'hui, peut-être qu'on a fait mieux, parce que c'était juste après la guerre, mais peut-être qu'avec les moyens modernes, on a encore pu faire mieux, mais c'était insurpassable. Ça avait un succès mondial. Et alors il s'est assuré la collaboration de grands critiques. Il n'a pas pris un petit professeur de gymnase ou autre, il a pris ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et à l'époque, c'était Lionel Ventura, un Italien, qui lui a fait le premier texte d'une édition préalable à celle-là. Ça, c'est pas Lionel Ventura. Et Lionel Ventura, qui était le critique
attitré à l'époque, a proposé pour expliquer, parce qu'évidemment, à longueur de page, vous voyez, il y a du texte quand même, vous ne pouvez pas passer votre temps à dire c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est émouvant, c'est émouvant. Après qu'on a fait, après l'historique du peintre en question, montrer à peu près où il a créché, où il a... Bon, il faut quand même dire quelque chose sur son esthétique. Alors, quand Lionel Ventura a eu à parler de ce peintre dont je vous parle, qui s'appelle El Greco, le grec, qui était d'origine grecque. Je pourrais vous prononcer son nom en grec, mais je l'ai plus en mémoire, Angelopoulos, je ne sais pas quoi. Qui a comme esthétique tout à fait particulière de faire des personnages flammiformes, c'est-à-dire ils n'en finissent pas de s'agrandir dans la verticalité du tableau. Je ne sais pas si vous voyez bien ce personnage, mais la tête ici fait 1/10 du corps. En réalité, les proportions, c'est 1/7 du corps. Mais on a l'impression que c'est un homme dévoré par une flamme, qui est l'amour divin, enfin, il est tout en longueur. Mais tout est comme ça, même les visages. Regardez déjà ce personnage avec cette petite tête sur simplement son torse. Vous avez des Christ qui n'en finissent pas de s'envoyer au paradis, au ciel, tellement leur anatomie est allongée. Regardez, celui-là est très, très connu. Vous voyez cette petite tête, et puis cette flamme d'amour qui monte dans le ciel. Et le paysage lui-même est flammiforme. Alors, quand Lionel Ventura s'est trouvé confronté à cette esthétique, il a émis l'hypothèse que le Greco pourrait avoir une déformation de l'œil qui lui ferait voir les choses plus allongées qu'elles ne le sont. Cette théorie a encore cours aujourd'hui. Vous avez actuellement, du reste celui-là, le critique ici la reprend. Vous la retrouverez, mais c'est idiot. Ouais. Il dit qu'il y a probablement une déformation de l'œil. C'est idiot, j'avais mis le repère, mais je vous le retrouverai, c'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est vrai que c'est assez satisfaisant lorsqu'on est devant un tableau, plutôt que d'être, comme le dit du reste Paul Valéry, le beau est proprement ineffable. Ineffable veut dire on ne peut pas en parler, on peut dire c'est beau, mais ça va pas loin, hein. Pour un critique, c'est quand même un peu court. Alors, c'est vrai que si on peut, ça fait un peu savant, devant un tableau de Greco, dire, il semble, d'après ce qu'on a pu dire, qu'il avait une déformation de l'œil, ce qu'on appelle l'astigmatisme, qui lui faisait voir les formes plus allongées qu'elles ne le sont. Dieu sait si c'est bête que j'ai perdu la page, mais je dois la voir quand même, puisque j'ai mis un billet. Parce que c'est amusant. C'est quand même, disons, une chose qui a passé dans le... Bon, je me punirai la prochaine fois. Ah, voilà. Ce perpétuel visionnaire, ce constructeur de formes si étranges, mais pourquoi étranges, qu'on a été jusqu'à attribuer ses interprétations à un défaut de sa vue, a en même temps le don de retrouver la vérité et la nudité d'un visage en quelques touches essentielles. Donc il fait allusion à cette théorie de la déformation de la vue. C'est tout simple, mais il faut le faire, parce que mieux vaut pratiquer la philosophie pas à pas, même si on a déjà une petite idée sur la question. Alors on va essayer de faire un petit exercice qui va consister à se mettre à la place de Greco, ça c'est son chevalet de peinture. Et puis ici, il a devant lui une pomme sur une table, et il voudrait la reproduire. La pomme, ça peut être un visage, puisqu'il fait des visages très allongés. Alors, imaginons, c'est vrai, que le Greco, lui, voit la pomme un peu plus allongée, astigmatisme, comme ça. Alors, ça saute aux yeux qu'il va dessiner ce qu'il voit. Tout le monde dirait, bien évidemment, il ne peut pas dessiner ce qu'il ne voit pas. Vraiment, il le voit plus allongé. Donc, il va dessiner ce qu'il voit. Alors, regardez bien. S'il dessine ce qu'il voit, il va dessiner la pomme plus allongée, mais il la verra encore plus allongée.
Donc tu dirais, mais c'est faux, elle n'est pas si allongée que ça. Pour dessiner ce qu'il voit, il va dessiner la pomme telle qu'elle est, et dans les deux cas, il la verra un peu plus allongée. Donc, c'est en tout cas pas, on peut exclure cette hypothèse absurde, parce qu'il avait une déformation de l'œil qu'il était amené à dessiner ces flammes d'amour divin, torturées d'amour divin. On est renvoyé, penaud, à une explication purement esthétique, c'est-à-dire, eh bien voilà, c'est un style, vous aimez pas, mais n'empêche que c'est volontaire, c'est pas attribuable à un défaut organique, c'est absurde. De même pour les couleurs. Alors on peut faire la même chose, parce que l'objecteur nous dit, oui, mais si quelqu'un voyait les couleurs fausses, alors là, il n'y a pas d'hésitation, il les dessinerait fausses. Alors imaginons qu'un peintre, ça peut être Van Gogh, peint un ciel bleu et puis des blés jaunes. Bon, alors il a mis sa ligne d'horizon. Il voit le jaune-bleu, donc pour lui c'est bleu. Et le bleu-jaune, donc c'est l'inversion des couleurs telles qu'on les a sur les appareils de photographie en noir-blanc et en couleur inversée. Il va mettre ici, il va prendre un crayon pour mettre le jaune qu'il voit bleu. Alors je pense que ce n'est pas trop difficile. Quand j'avais une classe de 20 élèves, je leur faisais répondre tous ensemble. On entendait la moitié de bleu et la moitié de jaune. Alors je disais, je ne vais pas faire avec vous, parce que vous avez compris, mais si quelqu'un commençait à faire la philosophie, on ne sait jamais, un jeune professeur pas encore très expérimenté, et c'est inévitable, hein, au début on ne l'est pas trop, n'ayez pas peur de faire des petits exercices concrets. Et si vous demandez à des élèves, même gymnasiennes, Van Gogh inverse les couleurs, donc il voit ici du bleu et ici du jaune, mais il ne le sait pas. Parce que depuis qu'il est gosse, cette couleur-là, qu'il voit bleu, hein, il l'appelle jaune. Ma foi, il était flamand, je ne sais pas comment ce qu'on dit, gelb ou gelb, je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'en français, si j'inverse les couleurs, le drapeau suisse, il est rouge, mais je le vois vert. Admettons que j'inverse. Hein. Et puis, les coquelicots, je dis, mais c'est rouge, et je les vois verts. Et puis, le ciel, je dis, mais il est bleu. On m'a dit, quand j'étais gosse, tu vois ça, c'est bleu. Enfin, je ne suis pas contrariant, hein, moi je dis les paroles qu'on me donne, sinon je ne peux pas parler. Alors, quand je vois un feu rouge, je dis à tout le monde, ah, attention, c'est rouge, je m'arrête, surtout aujourd'hui, parce que ça va coûter cher, les entourloupettes au feu rouge. Mais je le vois vert. Et on me dira, mais alors comment vous faites? Je dis, mais parce que mon feu rouge, que je vois vert, pour moi ça veut dire stop, et puis le vert que je vois rouge, ça veut dire vas-y. Mais moi, je ne sais pas que vous voyez l'inverse de moi. Il faudrait que j'entre dans vos yeux, et je dirais, mais c'est pas croyable. Mais comment vous faisiez? Je dis, ben, ça va tout aussi bien. Je ne verrai pas pourquoi, je ne suis pas malheureux. Le monde est très beau, le ciel est bleu, les champs de blé sont jaunes, ça va très bien. Mais je vous assure, les photos, c'est dommage qu'on n'en ait plus actuellement. J'ai longtemps cherché, j'en avais quand je donnais le cours à mes élèves, des photographies en couleur inversée. Avant, on en avait, quand les appareils instomatiques, je ne suis pas sûr, mais enfin, on avait au début des photos en couleur, des petites photos en couleur. On recevait le négatif. Et c'était très amusant. Évidemment, quand on n'est pas habitué, on ne reconnaît pas les personnages. C'est vrai, il a les dents noires, les yeux inversés. Mais pour quelqu'un qui n'a vu que ça, c'est moi, je n'ai vu que ça. J'ai toujours vu jaune le bleu, que j'appelle bleu, bien sûr. Bleu les blés, que j'appelle jaune. Alors je dis à mes élèves, et je donnerai ce conseil à un jeune professeur encore, qui trouvera peut-être encore d'autres méthodes plus pédagogiques, je leur disais, vous allez répondre tous ensemble. Van Gogh, qui inverse les couleurs, qui voit bleu, il va prendre dans sa boîte à crayons, admettons qu'il travaille des crayons, un crayon de couleur, alors on entendait bleu, on entendait autant de bleu que de jaune, qu'il appelle, et là on entendait l'inverse, jaune autant que bleu, et qu'il met ici du, et puis on entendait autant bleu que jaune. Surtout quand on dit qu'il appelle, on se fout dedans. Alors, la solution, elle est simple. Il prend un crayon jaune
qu'il voit bleu, qu'il appelle jaune, attention là, hein, qu'il voit bleu, qu'il appelle jaune, et il met ici du jaune, qu'il voit bleu, qu'il appelle jaune, puis il dit, ben, il est juste mon tableau, je n'ai pas fait faux. Donc il ne les a pas inversés, alors qu'il voit tout faux. Enfin, tout faux. Oui, il voit tout faux. Enfin, si c'est que lui, c'est là que le doute s'insinue. Finalement, qui voit juste? Et s'il y avait la moitié de l'humanité qui voyait inversé? Parce que, avec les progrès de l'optique moderne, avec tout ce qu'on connaît des ordinateurs, je ne sais pas si vous avez déjà traficoté sur un ordinateur, on pèse sur une touche, et puis vous faites un négatif du texte que vous êtes en train de faire, hein, et puis en plus on peut aussi le mettre en couleur. Alors on se demande si les bâtonnets et les cônes que nous avons fait au fond de la rétine ne pourraient pas eux aussi se comporter comme des pixels, c'est-à-dire vous inversez les couleurs depuis votre naissance, par hérédité, avec mon aïeul là, qui avait trop picolé. Alors évidemment, ça s'est altéré, et puis toute sa descendance, comme les daltoniens, voient les couleurs inversées. J'ai fait une erreur, les daltoniens ne voient pas les couleurs inversées. Alors, je retire, parce que tout le monde croit. J'aurai encore le temps de vous expliquer le daltonien, puisque j'en suis un, mais pour terminer ce problème, j'espère que vous avez compris le truc. Ça n'est en tout cas pas la preuve qu'on peut voir faux si un peintre dessine plus allongé ou même fait des couleurs psychédéliques qui ne correspondent pas à la réalité. Mais ça aggrave le problème. Parce que si on pouvait trouver une fois quelqu'un dont il est manifeste qu'il voit faux, on pourrait savoir que les autres voient juste. Vous savez, l'erreur, elle n'existe pas que corrélativement à la vérité. Si on peut prouver que je vois faux, alors c'est qu'on connaît la vérité. L'embêtant, c'est qu'on ne peut pas prouver. Je ne pourrai jamais vous dire, oui, moi je vois les couleurs justes, d'autant plus que j'ai été sacrément piégé avec ce truc-là, puisque je suis daltonien. Alors, quelques mots sur le daltonisme, parce que pour un jeune professeur, il faudra qu'il en parle, puisque la base, hein, si vous ne parlez pas de ça, vous pouvez toujours édifier tous les édifices philosophiques que vous voulez, on en reviendra toujours à la perception du réel, puisque c'est le problème auquel on achoppe, même dans un livre de logique. Un jour, je me suis présenté dans le service, self-service du bar du foyer des étudiants de Lausanne, catholique, qui se trouve au boulevard de Grancy, qui venait d'être inauguré, enfin, depuis quelques temps, quelques mois. Et j'ignorais, enfin, je ne savais pas très bien comment ça fonctionnait, puisque moi, j'étais dans un autre local que vous connaissez bien. Je me suis mis à la file de ces étudiants, et on passait en choisissant des plats, et vous connaissez le principe, jusqu'au terme où on arrivait devant une grosse marmite de soupe, et on prenait un bol si on voulait de la soupe, un potage. Et moi, j'adore la soupe. Vous saurez, si jamais vous m'invitez chez vous, la soupe, j'adore, les potages, tout ce que vous voulez. Et je vois, malheur, c'était de la soupe aux épinards. Juste la seule que je ne digère pas. Il y a du fer, je ne sais pas quoi, enfin, j'ai toujours eu un rapport un peu disgracieux avec les épinards, que comme goût, j'aime bien. Alors j'ai dit à la serveuse, je lui tendais déjà mon bol, elle me sert, je dis, oh non, non, je ne supporte pas les épinards. Elle me dit, mais c'est pas des épinards. Alors je dis, non, écoutez, ils disent que ce n'est pas des épinards, ils mettent autre chose, puis il y a quand même des épinards. Alors je pars, j'étais un peu frustré, et j'arrive à la table, vers une grande fenêtre, une baie vitrée, et je vois mon vis-à-vis qui est en train de manger une soupe oxtail, ou même tomate, ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, vous avez pris ça où? Puis il me dit, mais là-bas, au self-service. Vous avez... Il dit, mais oui. Je dis, alors ça c'est un peu fort. Alors je refais toute la file. J'arrive et je dis, montrez-moi la soupe. Puis elle me dit, mais c'est pas des épinards, parce qu'elle m'avait reconnu. J'avais un col romain à l'époque, j'étais très repérable, on était deux aumôniers. Et j'ai vu que je ne voyais pas, c'est-à-dire j'ai vu quelque chose de gris, enfin quelque chose de sombre. Et j'ai dit, alors mettez-moi, mais je n'étais encore pas très rassuré. Et puis quand je suis arrivé à la lumière, avec plus de lumière, j'ai vu que c'était rouge. Alors j'ai mangé avec beaucoup d'appétit. Je me suis dit, là on pourrait voir que quelqu'un voit faux.
Mais je peux vous dire, je n'ai pas vu faux. Je n'ai pas vu la couleur. Comme tout le monde est daltonien quand la lumière baisse. Imaginez que vous soyez dans une cave, on fait baisser la lumière, baisser la lumière, baisser la lumière. Les deux premières couleurs que finalement vous ne verrez plus, c'est le rouge et le vert, parce que c'est d'une tonalité très semblable. Alors, mais moi, je ne distingue pas là où les gens distinguent encore. Si vraiment je me mets à la lumière, encore que chez moi, j'ai encore jamais vu ce fameux rose qui, paraît-il, orne les murs de l'atelier, pas du studio. Là, je l'aurais enlevé. Mais tout le monde me dit, vous aimez ce rose? Ça ne me gêne pas, hein, parce que je ne le vois pas. Mais en pleine lumière, évidemment, je le vois. Mais je connais un daltonien qui ne le voit pas. Alors vraiment, il faudrait mettre des projecteurs pour qu'il voit les couleurs. Donc il est dans un monde en noir-blanc, ça va aussi. C'est un peu frustrant, ça je reconnais, parce que ça compte les couleurs. C'est stimulant, il y a quand même plus de joie. J'ai vu avec mon film que je n'arrivais pas à restituer en couleur, surtout les vitraux de Saint-Gria, c'était frustrant, hein, en noir-blanc. Alors, le daltonien, c'est pas quelqu'un qui voit faux. Encore une fois, si le daltonien vert voyait faux, on saurait que les autres voient juste. L'erreur est toujours corrélative de la vérité. C'est qu'il ne voit pas. Et moi, j'ai bien vu à quel point je ne vois pas. Mais alors, pourquoi j'ai vu vert? Je n'ai pas vu vert. Il y avait du gris que j'ai interprété en vert. On le fait toujours, ça. Si je vous montre une photographie en noir-blanc, et je vous dis, voyez, ce personnage-là, on sait très bien que les pulls qu'ils ont ne sont pas gris. C'est très rare. On l'interprétera en rouge ou en vert ou en brun ou en bleu. Mais on interprète, on fait pencher la balance. Et quand j'étais devant cette soupe, pourquoi j'ai fait pencher la balance du côté du vert? J'aurais tout aussi bien pu le faire pencher du côté du rouge. Je ne sais pas, par masochisme peut-être, je ne sais pas, enfin. Et après, j'ai bien vu que je ne voyais pas vert, que je voyais gris. Mais je pouvais tout aussi bien interpréter en rouge et en vert, parce qu'une soupe, alors vraiment, elle n'est jamais grise, gris foncé, ça, jamais. Ça m'a joué une fois un mauvais tour en circulation, pas avec un feu rouge, grâce à Dieu, parce que de loin, je ne vois pas. De loin, je demande toujours si j'ai quelqu'un dans la voiture, c'est rouge ou c'est vert. Je vois lumineux. Mais quand je m'en approche, alors vraiment, d'abord, je vois la position. Seulement, l'embêtant, c'est quand ils sont horizontaux. À la salle, il y a ça. Et là, je me suis fait une fois attraper. Mais pas gravement, parce que j'ai pu freiner à temps. Mais je ne savais pas si c'était à gauche ou à droite, moi, le rouge ou le vert. Je les voyais allumés d'un côté, et j'étais le premier. Alors, mais un jour, avec ces panneaux des chantiers qui tournent avec, à l'époque encore, maintenant ils ont changé à cause de nous, il y avait un rond blanc, et puis là c'était vert ou rouge, mais c'était pas, il n'y avait pas la barre. C'était pas sens unique, c'était un panneau vert, un panneau rouge. Et puis il y a un gars qui était à la rue Victor Ruffy, là, j'allais à Fribourg à l'époque, et puis c'était un matin de novembre un peu brumeux, et j'arrive, et puis je vois bien le type avec son truc, et puis il me montre le panneau vert, alors moi je fonce, et le type gueule. Quand j'ai passé, j'étais de mauvaise humeur, j'allais pas très vite parce que c'était coûteux, et arrive la file inverse. Alors comme j'étais seul, ils étaient plus forts que moi, j'ai reculé, et le type, quand j'ai passé devant lui, en portugais, en je sais pas quoi, il m'a asséné quelques vérités premières, et j'ai dit, je vois pas, quoi. Je voulais pas lui faire croire, lui dire que j'étais aveugle quand même, mais... Et alors là, j'ai bien regardé, j'ai dit, incontestablement, c'était rouge. Mais dans la brume, le matin, je n'ai pas vu d'auto vis-à-vis, j'ai vu gris, puis j'ai interprété en vert, de nouveau, et puis c'était rouge. Le daltonien ne voit pas faux. Encore une fois, si, grâce à Dieu, il voyait faux, on saurait ceux qui voient juste. Il ne voit pas, c'est une non-vision. Et c'est pas voir faux que de ne pas voir. C'est faux que de mal interpréter. C'est moi qui me suis trompé, mais c'est pas ma vue. Voilà. Alors, on se trouve, en conclusion, toute simple, c'est qu'il n'y aura jamais de preuve que l'on voit juste. Si au moins il y en avait une qu'on voit faux, il n'y en aura jamais. Je vous lis un texte, mais vous l'aurez la prochaine fois, je ne vous le donne pas pour le moment. Je le donnerai avec la solution. Non, je le donnerai avec un texte de Descartes. Écoutez bien ça. C'est merveilleux. C'est de Blaise Pascal. Mais à lui
je lui donne, disons, les circonstances atténuantes, parce que, il n'est pas philosophe au sens propre, comme Montaigne, c'est un penseur. Ensuite, il a été très mal influencé par Descartes, alors lui, je lui passerai un savon. Nous savons que nous voyons juste. Nous savons que nous voyons juste, malgré l'impuissance où nous sommes de le prouver par notre raison. Cette impuissance montre la faiblesse de notre raison, mais non l'inaptitude de nos, et non l'incertitude de toutes nos connaissances. Il ne faut pas m'en vouloir, mais j'ai pris la seule page où il n'y a pas tout le texte en bas. Après, j'ai corrigé. Je recommence. Nous savons que nous voyons juste, malgré l'impuissance où nous sommes de le prouver par notre raison. Cette impuissance montre la faiblesse de notre raison, mais non l'incertitude de nos connaissances. Un acte de foi. Faites confiance. Votre connaissance connaît juste, basta. Vous ne pouvez pas le prouver, bon, d'accord, c'est pas grave. Oui, c'est grave. D'abord parce que, on peut le prouver. Puis ensuite, si vous ne le prouvez pas, on se trouvera dans l'incapacité de formuler n'importe quelle proposition philosophique ou autre. Comment vous pouvez? Vous avez actuellement, mais j'en rencontre pas tous les jours grâce à Dieu, mais c'est assez fréquent, des jeunes garçons qui ont fait des études philosophiques ou autres, ou même littéraires, qui sont mais absolument pénétrés du fait qu'on ne peut rien affirmer. Parce qu'on vous objecte, mais qui dit ça? Je dis, c'est moi. Je dis, oui, mais vous affirmez, mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire ceci est vrai, ceci est faux? Vous êtes le juge et parti. Votre intelligence, évidemment, pour la vie courante, bien obligé, il faudra en sortir. Alors on laissera le suspense jusqu'à la prochaine fois, où vous aurez sous les yeux, je pense, le plus beau texte de la philosophie. Après que j'ai fait alors l'historique de la question, c'est-à-dire qu'il faudra parler de Descartes, et nous allons en dire du mal, c'est-à-dire, nous allons mettre Descartes en contradiction avec lui-même. J'aimerais bien que de temps en temps, quand même, on n'ait pas peur de le mettre en cause. Que Descartes ne soit pas d'accord avec moi, que je ne sois pas d'accord avec Descartes, ce n'est pas grave. Mais que Descartes ne soit pas d'accord avec Descartes, ça me gêne. Ça me gêne. C'est exactement comme le texte que je vous montrais tout à l'heure, un type qui dit on ne peut pas découvrir la vérité, mais il sait les propriétés du jugement vrai. C'est complètement ridicule. Les propriétés, vous les connaissez comme telles parce que vous savez que le jugement est vrai. Alors arrêtez de dire ce que vous ne pensez pas, ce que vous ne savez pas ne pas penser. Il est bon, de temps en temps, je me rappelle, je conclurai là-dessus, j'ai eu, pendant quelques années, à remplacer des professeurs de philosophie pour la maturité française, pas la Suisse. En Suisse, ça va parce que c'était moi le professeur. Alors, je pouvais, avec l'élève, l'aiguiller sur une saine doctrine. Mais quand j'ai eu des élèves qui allaient passer un bac de philo en France, à Annemasse ou ailleurs, formés par les Magna ou des collèges privés, je me suis posé la question, parce qu'évidemment, il y avait quoi au programme? Descartes, Spinoza, Platon, vous imaginez Platon, c'était tout, on l'interrogeait là-dessus. Alors, j'étais toujours un peu embêté, je me disais, évidemment, je peux leur présenter Descartes, le texte de Descartes, je pense, donc je suis, et puis toute la doctrine de Descartes, vous l'aurez sous les yeux la prochaine fois. Et chaque fois, je me torture et je me dis, c'est très dangereux. Ou bien, s'ils sont assez forts, je leur posais le problème, je dis, écoutez, est-ce que vous êtes assez sûr de vous? Vous aurez un professeur pour qui Descartes, c'est le bon Dieu. Ce sera un inspecteur qui viendra d'une faculté, je ne sais pas où, de Montpellier ou de Lyon, je ne sais pas où. Si vous voulez, vous pouvez lui montrer, mais lui montrer, c'est pas malhonnête, que Descartes se contredit lui-même. Il ne contredit pas moi, parce que ça, il aurait bien raison, mais lui-même.
Alors, dans le petit texte que vous aurez, il y a 4 contradictions. 4, vous voyez, j'ai souligné. Mais c'est lui qui se contredit. Moi, on peut penser tout à fait différemment de moi, quand même. Alors, je leur proposais le problème, je leur disais, écoutez, je ne veux pas vous briller l'esprit. Si vous vous sentez assez fort, la plupart, ils disaient non. Ces histoires de philosophes, vous imaginez, moi je veux ma matu, et puis je lui répéterai Descartes, je pense donc je suis, et puis il remet en cause les 3 sources de certitude, le raisonnement, les sens nous trompent, et puis l'imagination. J'en ai trouvé qu'un qui m'a dit oui, je vais essayer, oui. J'ai jamais su si ça avait marché ou pas. Il n'a peut-être pas tombé sur Descartes, hein. Mais il a eu du courage, parce que c'est pas dans l'air du temps, hein. Descartes, c'est le père de la philosophie moderne, et il a tout le monde enfoiré, et j'aimerais bien que de temps en temps, on remette l'aiguillage en ordre. Vous verrez pourquoi ce qu'il l'a fait. De bonne foi, alors, vraiment, alors c'était de bonne foi. Alors, si un honnête homme, c'est bien Descartes. Seulement, ça ne suffit pas. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il a été formé à la philosophie classique. Dans un collège de jésuites, c'est peut-être une excuse. C'est peut-être, oui, peut-être c'est ça la raison ultime de sa faute d'aiguillage, mais toujours est-il qu'il s'en est pas plein. Il a dit, j'ai eu d'excellents professeurs, c'était des jésuites à la flèche. Bon. Si j'avais eu peut-être des dominicains, ça aurait pu marcher, mais enfin, il a eu la philosophie de saint Thomas. Est-ce qu'on lui avait montré ce texte? J'aimerais bien une fois rencontrer un professeur, mais un professeur, des élèves, qu'est-ce que vous voulez, ils sont dociles, trop, mais qui me ramène son truc là. J'avais été, alors je jure que maintenant c'est la dernière, mais une fois les élèves avaient été à la leçon de Maurice Gex, qui faisait le cours d'histoire de la philosophie. On avait été avec les fils Schuller, je ne sais pas si vous connaissez les fils Schuller. Il y avait Bernard et Philippe, je crois. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'université, mais enfin, on peut s'occuper plus bêtement. Et on était sur des bancs, enfin c'était l'ancienne académie là-bas au château, vers le château et puis, il y avait alors un auditoire immense. Et puis il y avait Gex, personne ne disait un mot, les élèves prenaient des notes. Je ne me rappelle plus sur quoi. Oui, je crois que c'était sur Descartes ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais caché mon col romain. J'aurais jamais osé enlever mon col romain, mais j'osais me le cacher, tout simplement. Enlever, ça aurait été un péché mortel, hein, sortir sans le col romain, à l'époque. Et puis, je me rappelle je me rappelle plus ce qu'il disait, un truc un peu comme ça. Alors, évidemment, je n'ai pas pu lever la main, mais j'ai écrit sur un bout de billet, sur un bout de papier, une petite objection, bête comme chou. Si on dit l'essence nous trompe, comment le sait-il? Ou bien, je ne sais pas, enfin, je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais c'était très facile à comprendre. C'était juste le petit truc que personne ne voyait. Alors j'ai fait passer le billet, et on voyait le billet simplement par les types qui rigolaient. Enfin, on voyait la progression du billet simplement par l'animation qu'il y avait dans son... Ça, c'était long, il n'est pas arrivé au bout. Puis après, évidemment, il y a eu la récréation, tout le monde hurlait là-dedans. C'était très drôle. Mais je ne sais pas si Gex a eu le texte lui-même en main, mais c'est lamentable ce qu'on peut dire. Enseigner du haut de la chair, et encore maintenant, on n'a même plus enseigné ce que Gex enseigne. Maintenant, on fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, de l'ésotérisme. Voilà.